Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle conférence du monde de l'autre. Le sujet ce mois-ci, c'est la santé, selon la notion de santé, selon les aspects culturels et c'est ça. Et bon, en fait, les objectifs de la formation, de la conférence, en fait aujourd'hui, c'est de un, permettre d'éliminer les préjugés qui sont en lien avec la santé, puis comprendre un peu les différences culturelles qui sont liées aussi à la santé. À la fin, j'aimerais que vous soyez capable de répondre à la question quelles sont les idées reçues que vous avez par rapport à certaines techniques de guérison qu'on va voir un peu plus tard dans la conférence. Pour y arriver, ben, en fait, je vais faire comme d'habitude, à peu près le même plan, c'est-à-dire commencer avec les définitions, la santé et les qualités de vie. Il y a les trois catégories en fait de santé qui existent selon l'Organisation mondiale de la santé. On va parler des mythes aussi et d'intervention de la pédagogie. Donc, c'est le plan que j'ai pour aujourd'hui la conférence. Pour les définitions de la santé, en fait, il y a Larousse qui en a trois principales, qui en fait parle du bon fonctionnement psychique et psychologique de la santé. On parle aussi de l'état d'un organisme vivant et puis aussi l'état d'une collectivité, donc d'un groupe de gens ayant le même sentiment d'appartenance. Le petit Robert, lui, 2009, lui, il en a quatre définitions. Il en a un petit peu plus. Lui, il parle vraiment de fonctionnement harmonieux et régulier d'un organisme. Donc, il parle aussi de l'équilibre. Ouais. Donc, l'équilibre, l'harmonie, c'est égal à une bonne santé. Et il parle aussi de la surveillance des maladies dangereuses et le bien-être d'une société. Donc, les définitions se ressemblent aussi. Selon les organismes, il y en a comme trois grandes catégories selon, entre autres, comme je vous ai dit tantôt, l'Organisation mondiale de la santé. On parle d'une qui est individuelle, une santé individuelle qui nous concerne notre propre santé personnelle. Il y a la santé sociétale ou publique qui touche une population vraiment précise. Puis il y a la santé mondiale qui est la santé des populations transnationales où qui parle d'un équilibre entre physique, social, mental, puis pas seulement l'absence de maladie. Donc, l'état de santé, même si techniquement tu es en santé, tu peux être perçu comme malade. En fait, les autres définitions, surtout par rapport à la mauvaise santé, on parle selon la Classification of Impairment, Disabilities and Handicap, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé encore en 1980. Il y en a quatre principales par rapport à la mauvaise santé, soit la déficience, l'incapacité, l'handicap et la fragilité. Les quatre ont été reliés parce qu'en fait, quand tu as une déficience, tu as une incapacité. Quand tu as un handicap, tu as aussi une incapacité, puis tu es considéré plus fragile que les autres. Donc, on parle, entre autres, pour la déficience de perte psychologique, physique, mentale, anatomie, qui fait que dans une incapacité, une réduction partielle ou totale de ton corps. L'handicap, c'est plus un désavantage social, un préjudice par rapport à ce que tu peux réaliser. Puis la fragilité, c'est être vulnérable face à un environnement qui cause l'incapacité. Donc, comme vous voyez, tout se croise et tout croise, oui. Puis la qualité de vie, la définition de la qualité de vie, ben, c'est sûr que ça a un impact plus ou moins plus positif sur la santé. On parle quand même d'un concept qui est récent, qui est né aux États-Unis dans les années 60. La définition inclut aussi tout ce qui est influence matérielle, les maladies, le progrès médical aussi. En 1994, l'Organisation mondiale de la santé, elle a défini ça comme étant le bien-être. Et maintenant, la qualité de vie fait partie
euh, des préoccupations, je vais y arriver, politiques et économiques. Donc, on entend beaucoup parler de ça, justement avec les élections au Québec qui s'en viennent. On entend dire, oh, ben oui, oh, la qualité de vie, c'est important, la qualité de vie des gens, c'est important. Puis, il y a plusieurs indicateurs là-dedans. En fait, on parle de liberté, d'argent, évidemment, santé, bonheur et les droits de la personne. Euh, Comme je vous ai mentionné tantôt, il y a trois catégories de santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Qui, pour elle, en fait, il y a une citation qui revient souvent quand l'Organisation mondiale de la santé parle justement de la santé, quand elle le définit. Ça dit la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et consiste, il ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est ça. C'est la définition. Puis on va partir de ces trois-là pour définir un peu plus ce qu'est la santé, malgré le fait que ce n'est pas les seuls facteurs, il y en a d'autres aussi. Premièrement, la santé physique, bien évidemment, ça touche ce qui est maladie par rapport au corps. Exemple, des cancers, le tabagisme, la maladie pulmonaire, le diabète, vous voyez le genre. Il y a en fait, c'est une condition entraîne souvent une autre. Par exemple, souvent on entend dire que ceux qui fument, bien évidemment, vont développer un cancer du poumon, cause et effet. Mais c'est pas toujours le cas. On entend souvent dire aussi que la fumée secondaire, donc la fumée qu'on respire parce qu'il y a un fumeur à côté de nous, a un impact aussi sur le la possibilité d'avoir un cancer du poumon. Mais c'est pas parce que tu fumes que tu vas finir par avoir un cancer du poumon. Il y a plusieurs facteurs qui influencent aussi le fait d'être malade ou non, comme les facteurs héréditaires, l'économie, le soutien financier, l'aspect financier, économique, ça influence aussi beaucoup. Un réseau social faible ou fort n'a pas le même impact non plus sur ce que la personne peut vivre. Les habitudes de vie, évidemment. Euh, j'ai plusieurs autres exemples aussi dans le document que je vais mettre sur le site de mondedelautre.org. Vous pouvez aller voir dans l'onglet conférences. Puis, bon, les exemples qui sont nommés, entre autres, il y a l'alcool, il y a un paradoxe au Canada dans le sens que souvent évidemment, ceux qui sont moins fortunés ont supposément moins tendance à boire de l'alcool justement parce qu'ils n'ont pas d'argent pas forcément l'argent pour l'acheter, mais c'est eux qui ont le plus de risques d'être hospitalisés. Comparativement à ceux qui sont très riches, eux ont plus l'accès à l'alcool qui est facile, mais ils sont moins hospitalisés par rapport aux problèmes d'alcool. C'est la même chose pour l'obésité chez les Autochtones. Ils ont beaucoup de problèmes. Il y avait une étude en fait au début des années 2000 qui expliquait que les Autochtones étaient beaucoup plus obèses que le reste de la population. Mais connaissant leurs problématiques, les diverses problématiques qu'il y a dans ces communautés-là, ben, on peut comprendre qu'ils sont des gens partant les plus vulnérables du Canada. Donc, évidemment, cela a un impact sur leur santé physique. Quand on parle de santé mentale, le deuxième point, au Canada, par exemple, il y a 20% de la population qui souffre de maladies mentales comme l'anxiété, les phobies, les TOC, les stress post-traumatiques. Évidemment, la maladie mentale, bon, ça peut être présent à une partie de notre vie, comme présent durant toute notre vie. Il est possible soit qu'on apprend à vivre avec quand ça fait partie de notre quotidien durant toute notre vie. On apprend à vivre avec les traitements, les médicaments et tout. Mais
pour ceux qui, bon, le processus de rétablissement de guérison, en fait, c'est variable parce que souvent, comme la dépression, ça peut être plus ou moins long à en guérir selon ce que les moyens qu'on a pour s'en sortir. Mais bon, évidemment, le réseau social et consultation médicale, c'est quand même important. Il faut être bien entouré et bien se connaître aussi. La santé sociale, le troisième point, selon le dictionnaire La Toupie, on parle indice de social, indice de santé sociale, en fait, qui mesure la qualité de vie d'un peuple. Il y a 16 indicateurs qui sont regroupés en 5 groupes d'âge, soit enfants, ados, adultes, personnes âgées, puis tous les groupes d'âge confondus. Puis les 16 indicateurs, on pourrait les regrouper en quelques groupes, en quelques indicateurs, c'est-à-dire, soit la pauvreté dans chaque groupe d'âge, comme des indicateurs de pauvreté qui sont mentionnés. Ils sont différents selon les groupes d'âge, mais ça revient. Thématique qui revient. La mortalité aussi. Ça peut être la mortalité infantile, comme le suicide, comme mourir de sa belle mort, comme on dit. La maltraitance aussi, c'est pas la même. De la maltraitance des personnes âgées n'est pas la même que celle chez les enfants ou chez la violence chez les femmes. Il y a cet aspect-là qui est abordé. Puis l'accès au logement. C'est comme des indicateurs qui reviennent facilement. Évidemment, quand ces facteurs-là influencent aussi l'inégalité sociale. Puis une des solutions qui est revenue quand je lisais là-dessus, c'est justement la réinsertion sociale. Donc, mais comme on va voir dans les mythes de santé, sur la santé, ben, c'était un petit peu discuté par rapport à l'inéquité sociale. Il y avait un aspect qui était contesté, donc on va l'aborder un petit peu plus tard. Ben, justement, on arrive au mythe de la santé, et on va l'aborder justement là-dedans. En fait, ça touche, les mythes sur la santé touchent beaucoup de domaines. Ben, plusieurs aspects de la santé, en fait. En fait, je me suis inspirée d'un livre de Valérie Ride et Fatoumata Ouatiara. J'espère que je prononce bien son nom. Qui s'appelle Des idées reçues en santé mondiale. Le premier mythe, c'est que les médecines traditionnelles, ça vaut rien. C'est pas vrai en fait de compte, c'est que souvent les Occidentaux vont penser que les médecines traditionnelles, c'est mauvais parce qu'il n'y a pas de modernité. Puis selon l'auteur du texte, cette perception-là peut avoir un impact sur la relation entre le spécialiste et la personne qui vient le voir, qui vient le consulter. Mais en fait, les deux sont complémentaires. La médecine traditionnelle est complémentaire à la médecine plus occidentale parce qu'il y a quand même des problèmes de santé que l'un peut guérir, l'autre non, ou s'ils vont intervenir différemment, puis c'est peut-être pas adapté à la personne qui en a besoin. Par exemple, en Asie, justement, les deux sont complémentaires. Au Canada aussi, il y a une étude qui en parlait. Je vous invite à aller lire là-dessus parce que j'ai toutes les statistiques dans le document. Le deuxième mythe, les Africains ne sont pas dus à la prise de leurs médicaments. L'exemple qui est mentionné, c'est celui du VIH-Sida, parce qu'il y en a quand même beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. C'est estimé à 26, le chiffre que j'ai vu, 26,3 millions de personnes atteintes. Depuis une vingtaine d'années, il y a des médicaments qui sont présents sur le territoire, qui permettent le traitement, qui pourraient même à long terme guérir et éradiquer la maladie. Mais pour ça, c'est les antirétroviraux, le médicament. Mais pour ça, pour que la guérison soit possible, il faut vraiment être constant dans la prise de médicaments. Il faut avoir une certaine surveillance. Par contre, il y a des débats, entre autres avec le USAID, la Banque mondiale, qui disent que non, on ne finance pas ça parce que, justement,
c'est du gaspillage financier parce que le monde ne sera pas, justement, sera pas constant dans la prise de médicaments. Il y a des incapacités pour donner justement les médicaments. Puis, à cause de la culture, la notion du temps aussi qui affecterait le- la prise de médicaments. Mais en fait, selon l'auteur de cette partie de ce texte-là qui parlait justement du mythe des Africains qui ne prennent pas bien leurs médicaments, elle dit que, ou elle dit, je me souviens plus si c'est un homme ou une femme, l'auteur dit que les pays africains, en fait, sont même mieux que les pays occidentaux dans la prise de médicaments. Les contraintes, en fait, souvent, c'est les manques de ressources financières, matérielles, ou ça peut être dû aux catastrophes sociales ou naturelles. Donc, quand il y a une inondation puis que les médicaments sont tous inondés, ils sont inondés puis comme ils disparaissent dans la nature, tu peux plus prendre tes médicaments. S'il y a une guerre, ben là, évidemment, la distribution ne se fait pas. Donc, c'est surtout ces contraintes-là qui sont dues au fait que les Africains se prendraient moins bien leurs médicaments. Donc, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est juste les conditions qui font que c'est comme ça. Le troisième mythe qu'on va aborder, les accouchements à domicile, c'est dû à l'ignorance des femmes. En fait, en Afrique subsaharienne, entre autres, le taux de mortalité, souvent les grossesses et les accouchements, sont très élevés. Pourtant, tout est en place pour justement recevoir ces femmes-là, leur donner les meilleures conditions de sécurité par rapport à l'accouchement. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ça qui me vient en tête. Pour donner les bonnes conditions justement à l'accouchement. Puis les femmes le savent, c'est juste que encore là, il y a des préjugés surtout venant d'Occident, évidemment que les femmes africaines ne connaissent pas le bol. C'est quoi le plaisir d'accoucher dans un hôpital avec les médicaments et tout. Pourtant, et même les Africains eux-mêmes, les spécialistes africains, ont des préjugés par rapport à leur propre clientèle, à leur propre pays. Ils ont souvent une attitude plus négative, justement, par rapport à ça, parce que, bon, évidemment, ils savent que. En fait, l'auteur parlait de culturalisation des faits sociaux. Donc, il utilise des préjugés disant, ben, ils viennent pas parce que, tu sais, il y a telle raison, mais en fait, il y a des contraintes matérielles, financières qui sont présentes et qui font juste comme les enlever, les évacuer. Fait qu'ils ils font des reproches aux patientes en disant, ben, pourquoi vous venez pas, vous pouvez faire ci, il y a ci, puis il y a ça, puis ils infantilisent un petit peu aussi. Mais en fait, les femmes savent qu'elles peuvent aller accoucher dans les cliniques, les établissements de santé, mais c'est juste que souvent, la clinique est soit trop loin, puis quand tu es en douleur pour accoucher, ben, tu marcherais peut-être pas des kilomètres pour aller donner naissance à ton bébé ou t'as pas les moyens financiers pour payer un taxi pour s'y rendre. Puis les frais de santé là-bas, c'est quand même difficile à payer. Donc, c'est une des raisons pourquoi les femmes vont pas nécessairement accoucher à la clinique ou à l'hôpital, puis préfèrent accoucher à la maison. Ça c'est le point que je vous parlais tantôt. Le quatrième mythe, favoriser les actions auprès des moins nantis pour justement faire en sorte que l'inéquité sociale disparaisse. Le texte est écrit par Éric Breton, puis lui, il dit que c'est faux, parce qu'en fin de compte, en ciblant que les moins nantis, en fin de compte, on enlève, on s'occupe pas de toute la population en général. On catégorise, on fait des classes, puis il y a 4 points qui sont à considérer quand on veut intervenir auprès des populations. C'est de ne pas justement fixer les plus vulnérables, uniquement les plus vulnérables, parce qu'en fin de compte, les causes sont absentes, on a juste les symptômes. Il y a un chamboulement de l'ordre social. Fait qu'en favorisant les moins nantis, ils sont plus. Ils font qu'ils montent dans la hiérarchisation, mais ceux qui étaient juste en haut d'eux,
qui eux aussi en ont besoin, mais là, ils se retrouvent plus bas dans l'ordre. Puis les organismes sont souvent sujets à la politique. Donc, si le politicien n'aime pas tel organisme ou telle situation, puis veut avantager un autre, ben, l'argent n'ira pas dans les organismes qui aident les moins nantis. Donc, en gros, ça stigmatise vraiment, comme je l'ai dit, les groupes. Ça fait des classes, puis bon. En fait, quand on règle, en ciblant que les moins nantis, on ne règle pas le problème. Ce qui est proposé par Éric Breton, c'est des mesures universelles proportionnées. Donc, on donne à tout le monde la même chose, mais selon leurs besoins. Donc, désolé pour le son bizarre qui vient de passer. Donc, les moins nantis vont avoir plus que les plus riches, mais ils vont tout en avoir du même produit. Le cinquième mythe, en fait, si les traitements ne sont pas suivis, c'est à cause de la culture. La fameuse culture, c'est toujours la raison qui revient le plus, en fait. En fait, au Québec, peut-être, ou même en Occident, pendant longtemps, la culture ne faisait pas partie des traitements médicaux. Ça est en train de changer parce que justement, la culture est en train, la société, en fait, est en train de changer. Donc, forcément, les spécialistes doivent apprendre à connaître leurs clients plus facilement. En fait, souvent, ce qui est ressorti dans le texte, c'est ben, de la part du spécialiste, ben lui, il est différent. Fait que forcément, il n'est pas d'ici, alors qu'il peut être né ici. Il va exclure certains traitements parce qu'il croit que c'est pas conciliable avec la culture de la personne qui est en face de lui. Donc, ça peut nuire à la relation entre le spécialiste, le patient, et l'entourage du patient. Puis, en fait, qui eux ne considèrent pas, en fait, qui trouvent qu'ils ne sont pas considérés importants là-dedans, ils ne sont pas reconnus dans leurs différences. Et en fait, Paul Ricoeur, lui, dit que, en fait, le spécialiste doit être capable de reconnaître qu'il n'a pas toutes les connaissances pour intervenir, que des fois, il a besoin de quelqu'un. Puis l'auteur du texte, elle parlait en fait, de lien qu'elle faisait, elle appelait ça l'humilité culturelle. Donc, quand on intervient auprès de patients, il faut avoir une certaine humilité. Puis le dernier point que je vais aborder, le dernier mythe, c'est l'occidentalisme des médicaments dangereux sur les Africains. C'est pas vrai, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des études, les tests de médicaments, il y en a partout dans le monde, aussi en Afrique. Mais ceux qui sont testés en Afrique sont déjà autorisés à la vente, à la consommation ailleurs dans le monde. Donc, c'est juste qu'ils font d'autres études pour vérifier d'autres aspects. En gros, c'est ça. Par contre, évidemment, il y a des organismes qui abusent un petit peu aussi. C'est peut-être plus ça qui fait que le mythe perdure, parce qu'il y a des organismes comme que l'auteur a mentionné, c'est l'UNICEF, qu'on connaît tous avec, quand on est petit avec la petite boîte à l'Halloween. Et puis l'Organisation mondiale de la santé qui, eux, imposent pas mal plus les recherches qu'autre chose. Les médecins, ils ne peuvent pas négocier les recherches. Par contre, Médecins sans frontières milite pour l'accès aux médicaments pour les plus bons. Puis il y a eu des études anthropologiques qui parlaient justement de cette relation-là avec les médicaments, puis les études sur les médicaments en Afrique, qui disent en fait, ça permet justement, ces études-là permettent justement d'avoir des médicaments à portée de main, à bas prix, pour les gens qui en ont réellement besoin. Ça permet aussi de payer les employés. Puis ça évite la fuite des cerveaux. Les médecins, vu qu'ils ont pas qui ont tendance à être un peu
sont menottés dans leurs interventions, donc ils préfèrent aller travailler ailleurs que de rester en Afrique. Puis, bon, c'est évidemment pour le monde, leurs patients, ben, c'est un peu plus tard parce que là, les médecins partent puis ils peuvent pas être soignés. Donc, en gros, c'est les mythes. Je vous invite à lire le livre des idées reçues en santé mondiale. Il y a vraiment plein de mythes, puis il y a beaucoup de plus d'informations que je vous ai dit. Sinon, si vous voulez juste par rapport aux mythes que je vous ai donnés, mon document est sur le site. Donc, vous pouvez aller le chercher. En intervention pédagogie, c'est mon dernier point pour la conférence. L'intervention, il y a plusieurs modèles. L'Université d'Ottawa en a trois. Le médical, holistique et le bien-être, mais il y en a d'autres. Comme la médecine traditionnelle que je vous ai déjà parlé. En fait, le modèle médical, c'est celui qui est présent ici en Amérique du Nord depuis quand même plus de 100 ans. En fait, eux, leur vision, c'est le fait que le corps n'est n'est que mécanique. Le seul aspect qui est considéré, c'est le physique. C'est juste lui qui compte. Point barre, les autres sont pas, que je vous parlais tantôt, social et mental, sont pas considérés. La prévention non plus, c'est pas important. Tout ce qui est important, c'est le physique. Donc, quand il y a un être humain, personne va le médecin, tout ce qui peut être, c'est malade ou en santé. C'est les deux options qu'il y a. Pour le modèle holistique, en fait, c'est en lien avec la citation que je vous ai parlé de l'Organisation mondiale de la santé, avec les trois, le physique, mental, le social, les trois sont considérés. Mais ça a été longtemps mis de côté parce que le bien-être n'était pas qualifiable. On pouvait difficilement le quantifiable, c'est-à-dire on ne pouvait pas quantifier le bien-être, c'était difficile à faire. Donc pour cette raison-là, ça a été longtemps mis de côté. Puis le troisième point qui est considéré, troisième modèle, c'est-à-dire qui est considéré proposé par l'Université d'Ottawa, c'est bon, le bien-être, qui est bon, vraiment juste le bien-être qui est ciblé. Ça fait une trentaine, c'est justement une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a à peu près 30 ans que ça existe. Puis le but, c'était de voir la santé autrement. Ottawa, dans sa charte, en parlait déjà de ce modèle-là en 86. Puis aussi, ça inclut ce qui est dans la définition, la résilience et l'écologie, c'est-à-dire l'interaction avec son environnement. Donc, c'est aussi considéré dans la définition du modèle de bien-être. Un autre modèle que j'ai trouvé sur le site d'un organisme, c'est l'approche narrative. En fait, ce que ça dit, c'est que l'être humain est son propre acteur de changement. C'est lui qui dirige sa vie, c'est lui qui décide pour. C'est récent, c'est beaucoup plus récent dans les milieux francophones, dans les milieux anglophones, ça fait longtemps que ça existe. C'est surtout utilisé en intervention auprès des malades mentaux. Il y a possibilité de faire des combinaisons avec d'autres méthodes d'intervention comme l'holistique. Puis le but, c'est de faire ressortir le meilleur qu'il y a entre chaque être humain, la création de nouveaux savoirs, puis donner un nouveau sens à la vie du patient ou de la patiente. Le dernier modèle que je vais vous parler, c'est la médecine traditionnelle que je vous ai parlé tantôt en disant que c'était pas si efficace que ça, puis en fait, on est complémentaires. En fait, il y a les autres les synonymes de médecine traditionnelle, c'est la médecine locale, la médecine douce, la médecine alternative. Au Québec, on peut passer justement au chiro, physio, ergo. C'est pas la médecine conventionnelle, mais c'est quelque chose qui est complémentaire. Personnellement, je suis une médecin traditionnelle, pas traditionnelle, mais classique, là, qu'on voit jamais à l'hôpital. Moi, je vais chez la chiro. En fait, la définition de l'Organisation mondiale de la santé,
La médecine alternative, la médecine traditionnelle, c'est la somme des connaissances, compétences et des pratiques qui reposent sur la théorie, l'expérience culturelle et un autre que je ne suis pas capable de lire. Désolée. Mais il y a un troisième point, les croyances. Les croyances. J'ai réussi à me lire. Qui font que l'être humain se maintient en bonne santé. Évidemment, ça inclut souvent de la prévention, des traitements, diagnostics, guérir, physique, mental. Tout ça, c'est englobé. Par exemple, quand je vais chez ma chiro, si elle voit que j'ai telle problématique, elle me propose des petits exercices aussi. Puis elle dit ah, si tu fais ton travail à l'ordinateur, travaille de telle manière. Elle me donne des petits trucs des petits exercices. Puis les exemples qu'on a de médecine, la médecine, ouais, c'est ça. En fait, la médecine, c'est quelque chose traditionnelle et plus naturelle, et est basée surtout avec les plantes, la nature, tout ça. On pense entre autres à la médecine chinoise. Puis les musulmans, vous passez sûrement à la médecine prophétique. C'est la même chose. Ouais, hey, on arrive. Désolé. Désolé. Revoici. Donc, on arrive à la dernière page. On arrive à la fin avec la prévention, la promotion de la santé. Désolé. Ma tablette est tombée. Désolé. La définition, en fait, de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à la santé, à la prévention, c'est-à-dire la santé. On parle d'un processus collectif qui permet de prendre des moyens nécessaires au contrôle de la santé, des sanitaires et de l'hygiène de vie de la population dans laquelle on travaille. Évidemment, il y a l'éducation qui est en lien, qui est en fait la compétence sanitaire et en prévention de la maladie, principalement. Pour l'Association des facultés de médecine du Canada, on parle pour la promotion de la santé, c'est surtout la prévention des maladies, puis qui permet justement à l'être aux gens de se prendre en main. C'est tout. Les exemples de prévention au Québec, il y a entre autres l'école en santé. Personnellement, je ne connais pas, mais ça me fait penser au cours de formation personnelle et sociale que j'avais quand j'étais au primaire et au secondaire, là, 25-30 ans. Dans le monde, évidemment, c'est difficile selon le contexte. Par contre, Médecins sans frontières, pour eux, c'est difficile d'intervenir quand il y a des conditions de guerre ou en cas de migration, c'est plus difficile. En cas de famine, même si on fait de la prévention, c'est difficile parce que justement, les personnes n'ont pas nécessairement les ressources pour pouvoir mieux manger ou avoir un puits d'eau saine proche d'eux. Puis les principales victimes, justement, dans ces pays-là où le Médecins sans frontières intervient, il y en a une soixantaine, c'est les femmes et les enfants. Par exemple, je vais finir avec une petite note plus triste peut-être. Si on compare les accouchements en Afghanistan, il y a 4300 femmes qui, chaque année, décèdent au moment de l'accouchement de leur bébé. Puis en France, il y en a juste 66. Donc, on voit que l'écart est quand même différent. Donc, en gros, on vient de faire le tour. C'est sûr qu'on termine avec une note peut-être un peu plus triste, mais c'est sûr que à la fin, moi, quand j'ai fini le document de rédaction, je me posais la question de savoir, ok, oui, c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi, d'être en santé et tout, mais en même temps, avec tout ce qui se passe, est-ce que ça vaut vraiment la peine? De toute manière, on finit tous par mourir, c'est un peu plate à dire, mais bon, on finit tous là à un moment donné de notre vie. Donc, en gros, c'est ça, même si c'est un peu tristounet, mais comme fin. J'espère que vous en avez appris, puis n'hésitez pas à lire le document que j'ai préparé qui est disponible évidemment sur le site lemondedelautre.org. Vous pouvez aussi rejoindre page Facebook. Toutes les informations de toute manière sont
en bas du vidéo, dans la description du vidéo. Donc, vous pouvez suivre un peu partout aussi. Donc, c'est ça pour ce mois-ci. Donc, je vous reviens le mois prochain avec un autre sujet. À bientôt!